On va changer d'étage, on arrive au niveau du thorax. Monsieur Bonin, on vous écoute avec beaucoup d'intérêt. On reste dans le cancer quand même. D'accord. Mesdames, messieurs, merci pour l'invitation. Je suis François Bonin, je suis pneumologue. J'ai la chance de travailler dans le service de chirurgie thoracique à l'hôpital Foch et à la fois l'honneur et la lourde tâche de succéder à Arlette dans toutes les activités endoscopiques, diagnostiques et interventionnelles. Alors, je vais vous parler justement, on était dans le sujet de l'abord transpariétal finalement de lésions, et nous, toute notre problématique, ça va être l'abord endobronchique de lésions pulmonaires distales, de plus en plus distales. Alors, le cancer bronchique, en ce qui concerne le diagnostic endoscopique, pour ce qui est des lésions proximales, évidemment, l'endoscopie bronchique, c'est l'examen de première intention, mais il ne permet de faire des diagnostics que sur des lésions qui sont proximales, et on est assez rapidement limité par le diamètre bronchique et le diamètre de l'endoscope pour accéder aux lésions. Dans les techniques aussi de diagnostic proximal est arrivé depuis maintenant quand même un certain nombre d'années l'écho-endoscopie bronchique ou EBUS qui permet de faire des diagnostics transbronchiques ou transtrachéales de lésions ganglionnaires qui sont au contact de l'arbre trachéobronchique. Mais l'accès, encore une fois, reste possible que sur des lésions proximales. Et le repérage de ces lésions permet d'avoir une ponction éco-guidée en temps réel grâce à cet appareil. Donc, les techniques endoscopiques en place ne permettent pas d'accéder aux lésions plus périphériques. Et donc, les innovations technologiques vont nous permettre d'aller plus loin. Alors, donc, en ce qui concerne les lésions périphériques, la technique de référence, là c'est un petit peu plus qu'un nodule, c'est la ponction transpariétale sous scanner. Donc, c'est ce qui va être proposé en première intention pour un diagnostic de lésions périphériques, mais il y a un certain nombre de situations où ces lésions ne sont pas accessibles pour des questions anatomiques, ça peut être la taille, la position, la proximité de vaisseaux. Et puis, il y a des risques de complications, notamment risque de saignement et de pneumothorax. Et puis, un certain nombre de patients ne sont pas non plus éligibles à ces techniques de ponction transpariétale en fonction du risque encouru, notamment sur des poumons qui peuvent être très emphysémateux et qui augmentent le risque de pneumothorax, ou sur des fonctions respiratoires qui sont jugées trop précaires. Alors, la navigation pulmonaire va nous permettre d'atteindre une cible périphérique par voie endoscopique, mais ceci est possible uniquement à deux conditions. Comme vous pouvez le voir, l'arbre bronchique, c'est une ramification quand même extrêmement complexe, de 12 à 15 divisions, et pour pouvoir atteindre une cible par voie endoscopique bronchique, il faut pouvoir suivre un chemin prédéfini ou avoir un guidage en temps réel qui permet de se repérer dans cette ramification complexe. Donc ça, c'est la navigation. Et puis, le deuxième paramètre essentiel, c'est disposer d'un matériel endoscopique de faible diamètre qui nous permet d'accéder plus en périphérie, la miniaturisation. Donc, les conditions évoluent, la technologie évolue, et on dispose aujourd'hui actuellement d'endoscopes ultra fins. Pour les plus fins, c'est jusqu'à 3 mm de diamètre, et puis d'une technologie qui a modifié quand même l'approche du nodule périphérique, c'est la mini-sonde échographique. En ce qui concerne la navigation, on peut donc avoir deux approches différentes. Il y a la navigation dite en temps réel, ça va être l'équivalent d'un GPS, et ça, c'est le guidage électromagnétique en temps réel permet en fait d'avoir un suivi d'un cathéter dont on arrive à définir la position dans l'arbre bronchique en temps réel. Les difficultés de ces techniques-là, ça peut être effectivement avec un coût de consommation extrêmement élevé et puis une procédure qui est assez longue. On peut aussi avoir une autre approche, c'est-à-dire utiliser une cartographie prédéfinie à partir d'un scanner haute résolution qui va nous permettre de reconstruire un arbre bronchique. Et quand on utilise ces techniques
de reconstruction de navigation virtuelle, quand on les couple à la mini-sonde échographique, on arrive finalement à une marge d'erreur sur les lésions périphériques qui sont relativement similaires. Alors, une mini-sonde échographique, là, vous pouvez voir comment ça se représente. Il n'y a pas toujours des modèles avec des ballonnets. Donc, ça permet de repérer la lésion en distalité et on va plutôt préférer cibler des lésions sur lesquelles on a une bronche qui permet de définir un trajet quand même relativement rectiligne et qui est visible sur le scanner. Sinon, on aura vraiment des difficultés à l'atteindre et on n'aura pas d'image échographique. Voilà. Une fois que la sonde est en place, et je vais vous montrer la procédure juste après, on laisse un cathéter au contact de la lésion et puis on peut effectuer des prélèvements, qu'il s'agisse d'un brossage ou de mini-biopsie. Les mini-sondes sont réutilisables, mais c'est des appareils qui sont quand même relativement fragiles et qui ont une durée de vie limitée. Pour les systèmes de navigation, là, je vous présente le logiciel que nous, on utilise quand on fait des procédures de mini-sondes. Donc, à l'aide du scanner, on va définir le nodule cible. L'ordinateur va extraire l'arbre bronchique et puis nous, on va donc à partir de là, avoir une endoscopie virtuelle qui va nous définir le trajet bronchique pour accéder à la lésion. Donc, on va s'aider de cette navigation pour positionner le cathéter de mini-sonde dans le territoire concerné. Ça permet de gagner énormément de temps parce que s'il faut visiter chaque bronche sur l'idée dont on se fait de la localisation de la lésion, c'est quand même beaucoup plus long. Voilà, donc ça permet de gagner en efficacité et en temps. Des systèmes qui sont quand même relativement performants. Il faut des scanners d'assez bonne résolution, il faut au minimum 500 coupes. Là, je vous montre le principe de la mini-sonde. Ah pardon, je crois qu'on a raté une diapositive. Est-ce que je peux revenir en arrière du coup? Voilà. Donc le principe de la mini-sonde, donc un endoscope relativement fin. On va se servir du canal opérateur de l'endoscope qui va permettre de passer les instruments. On arrive de façon relativement distale dans les bronches, plus distale qu'avec un endoscope standard. Et puis avec notre mini-sonde, avec un trajet qui doit être assez rectiligne, on va pouvoir laisser le cathéter en place, repérer la lésion grâce à l'échographie, effectuer un brossage et des biopsies. Ça, c'est le système de navigation électromagnétique. Alors la différence du système de navigation électromagnétique, c'est qu'on va utiliser un endoscope de beaucoup plus gros diamètre et on va utiliser un cathéter. Donc, c'est le cathéter, lui, qui est repéré dans le champ électromagnétique et qui permet de se guider. Mais voilà, le guidage du cathéter, il n'y a pas d'articulation. Hein, c'est-à-dire qu'il faut quand même une certaine dextérité pour positionner le cathéter dans la zone définie. Et puis, grâce à ce cathéter, on va pouvoir utiliser différents instruments, donc du brossage, des biopsies, mais on peut aussi mettre en place un marqueur fiduciaire, par exemple, s'il s'agit de repérer une lésion préalablement à de la chirurgie ou préalablement à une radiothérapie. Voilà, ça c'est la mise en place d'un marqueur fiduciaire. Alors, les techniques de mini-sonde, donc nous, notre expérience, on a commencé en 2018 à l'hôpital Foch, donc ce sont des procédures qu'on pratique de plus en plus parce que, notamment, vous n'êtes pas sans savoir que le dépistage du cancer du poumon enfin le scanner de dépistage a été acté par la HAS, donc je pense qu'on va avoir affaire à beaucoup plus de nodules de découverte asymptomatique et donc beaucoup plus de questions diagnostiques. Donc on voit bien, nous, que le nombre de procédures est en augmentation et donc après une petite courbe d'apprentissage, je pense qu'on sélectionne mieux les patients, on sélectionne mieux les trajets qui sont les trajets avec le signe de la bronche et on arrive à un taux diagnostic qui se rapproche des 70%, ce qui correspond à peu près à toutes les données qui sont compilées dans cette méta-analyse là de la littérature où on a un taux diagnostic de l'ordre de 70% sur des cas de toute façon pour les mini-sondes qui sont sélectionnés. Alors quels sont les
des avancées, les possibilités d'aller plus loin, parce que 70% de diagnostic sur un nodule périphérique, évidemment, on a envie de faire mieux. On peut s'aider de l'imagerie, et il y a un certain nombre d'études qui commencent à apparaître sur le sujet. Donc, en ce qui concerne l'imagerie, il y a beaucoup d'études sur l'utilisation du cone-beam, donc couplé avec un endoscope ultra-fin ou avec une mini-sonde. On arrive aussi à des taux diagnostiques de l'ordre de 80% sur les nodules périphériques avec une exposition radiologique qui est considérée comme acceptable. Les difficultés qu'on peut avoir finalement, on peut certifier la présence de notre pince dans la lésion pour faire les biopsies grâce à l'imagerie, mais la difficulté, ça va être quand même finalement d'y accéder. Et ça, on reste contraint par l'endoscope, par un cathéter. Voilà. Et qu'est-ce qui va nous permettre d'aller plus loin? Eh bien, on voit apparaître aujourd'hui des robots d'endoscopie. Alors, à l'heure actuelle, il y a deux robots qui sont approuvés par la FDA aux États-Unis. Il n'y a pas encore à ce jour de marquage CE pour les robots d'endoscopie, mais ce sont des choses qui sont en cours. Et donc, on devrait, j'espère, voir arriver les robots d'endoscopie assez vite. Voilà, donc il y a deux systèmes, un système qui est le système Monarch Oris, un autre système qu'on connaît mieux puisque nous on a eu l'occasion d'échanger avec les gens d'Intuitive Surgical qui est donc aussi qui commercialise un robot chirurgical, et donc ils ont développé un robot d'endoscopie, la plateforme ION, avec des chiffres selon les études, des succès de navigation qui sont assez impressionnants puisqu'on se rapproche quand même, on dépasse les 90% d'atteinte de la cible avec des taux de diagnostic qui sont à plus de 80% sur des nodules de petite taille, de l'ordre de 12 mm en moyenne. Ça, c'est une étude donc, qui est issue des données ION. On voit qu'il n'y a pas de limitation, et notamment dans la localisation des nodules, et puis la taille des nodules de l'ordre de 12 mm. Et aussi un élément important pour nous, c'est que le signe de la bronche dont je vous ai parlé précédemment n'était présent que dans 60% des cas. Donc on s'affranchit, en tout cas en périphérie, de la proximité de la bronche de la lésion pour différentes raisons, c'est-à-dire qu'on peut moduler finalement l'angulation du bras robotisé et corriger sa trajectoire avec des aiguilles, et donc le dernier ou les 2 derniers centimètres de la bronche finalement ne sont plus une nécessité pour accéder à la lésion périphérique. Une petite vidéo alors. Effectivement, donc une plateforme d'endoscopie. Le bras robotisé est encore à ce jour piloté par l'humain. On n'est pas encore à des systèmes d'intelligence artificielle qui feraient tout. Donc il y a un pilotage de ce bras robotisé, de cet endoscope robotisé. L'avantage du système, c'est que finalement, le cathéter et la position du cathéter est analysée par le système en permanence. Et donc, on peut tout à fait modifier l'angulation et le laisser en place. Donc, c'est vraiment une application importante sur le système en distalité. Et évidemment, la salle d'endoscopie telle qu'on aimerait la voir, finalement, aujourd'hui, ça va associer donc, le bras robotisé, aussi l'imagerie pour s'assurer de la présence de l'aiguille ou du système de prélèvement dans la lésion. Voilà. Et le système robotisé inclut aussi un système de navigation qui va coupler les images prédéfinies avec les images endoscopiques et qui va permettre d'avoir donc en fait ça va synchroniser l'image endoscopique avec la modélisation préalable de l'arbre respiratoire, et on va pouvoir se guider. Alors c'est pas du guidage temps réel, mais on va pouvoir se guider de façon extrêmement précise finalement par ce couplage. Et puis si on veut avoir des certitudes de position, on peut tout à fait associer l'imagerie par un cone-beam une fois la lésion en place. Alors le cathéter, on visualise directement la lésion, et puis ensuite par le cathéter on peut y glisser l'instrument. Ça, c'est un cone-beam qui va permettre justement de vérifier le bon positionnement des instruments dans la lésion. Alors, on voit
l'endoscope qui va dans une lésion extrêmement périphérique, mal placée au contact du cœur, là, pour une ponction sous scanner. Et donc, on va permettre d'accéder à ces lésions qui sont… voilà. On peut s'aider aussi de la mini-sonde échographique pour être certain du positionnement dans la lésion. Alors, évidemment, on vient de parler de diagnostic, mais si on est capable d'atteindre les lésions extrêmement périphériques par voie endoscopique, eh bien, on va effectivement avoir tout de suite des perspectives de thérapeutique. Actuellement, alors on parlait de cryothérapie précédemment, les sondes de cryothérapie se miniaturisent. On a actuellement des sondes de 1 mm de diamètre, donc on peut tout à fait imaginer amener via ces techniques une sonde de cryothérapie dans une lésion périphérique et puis d'effectuer un traitement par voie endoscopique de ces lésions. Les autres possibilités, on en a parlé, finalement c'est les mêmes techniques, hein, la micro-ondes, la vaporisation, la radiofréquence. Et actuellement, à notre connaissance, donc il y a eu des publications récentes de traitement de lésions pulmonaires périphériques par de la micro-ondes, en utilisant le système de navigation électromagnétique et la confirmation du positionnement, parce que là, on a absolument besoin de savoir qu'on est précisément dans la lésion par de l'imagerie cone-beam. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Vous nous avez fait rêver. On a voyagé avec vous à l'intérieur des bronches. Bien. Alors, vous avez dit quelque chose de très utile. On fait des scanners plus ou moins systématiquement dans des circonstances, les fumeurs, etc., etc. On trouve une nodule, on envoie un pneumologue. Jusqu'ici, nous sommes d'accord? Oui, oui. Voilà. On demande au pneumologue de nous dire est-ce que c'est un cancer ou pas? Vous êtes d'accord? Oui, oui, oui. Bon, alors dites-moi, quel est le pourcentage avec prélèvement proximal, périphérique, avec les aiguilles? Est-ce qu'il y a encore de la place pour des thoracoscopies chirurgicales? Est-ce qu'il y a encore des xérès chirurgicales pour faire le diagnostic? Vous me dites un petit peu le panorama sur 100 malades, comment ça se passe? Non, alors là, aujourd'hui, où on en est, nous, c'est plutôt 70% de diagnostic sur des lésions accessibles par mini-sonde. L'outil robotisé, il est en cours de développement. La localisation grâce à l'imagerie, c'est aussi, nous, on commence à travailler sur les choses. Donc, on est loin encore de ces objectifs. Et donc, la démarche actuelle, c'est nos chirurgiens nous questionnent sur la possibilité de faire un prélèvement préopératoire. Voilà, on essaye, on n'a pas toujours des résultats. Et voilà, et la chirurgie sans diagnostic, elle a encore toute sa place. Hein, voilà. Après, je pense que pour être dans le service de chirurgie, donc au contact des discussions chirurgicales, de toute façon, la chirurgie se modifie aussi. On est de plus en plus dans la chirurgie robotisée. Il y a moins la possibilité de palper les nodules. Donc, ils sont quand même, ils sont plus, je dirais, tranquilles avec un diagnostic préopératoire parce qu'il y a toujours quand même la possibilité d'avoir une lésion qui n'est pas cancéreuse. Hein. Donc, on sait très bien que un wedge au premier, une analyse extemporanée, voilà. Et donc, quand on est sûr de partir sur des cancers, ça a quand même des implications sur la technique opératoire et le fait de pouvoir s'affranchir justement de cette étape diagnostique qui reste quand même aujourd'hui dans une pratique quand même très courante. Hein. On ne fait pas tous les diagnostics. Voilà. Mais je pense que pour les chirurgiens, voilà, c'est vraiment, outre le fait que demain, quand même, tous les outils thérapeutiques, ça va questionner quand même sur les possibilités. Il va falloir offrir un panel de thérapeutiques qui soit de la chirurgie, soit du traitement endoscopique. Voilà. Enfin, je pense que ça a tout son sens. Toute cette problématique a tout son sens dans le service de chirurgie thoracique, en fait. Merci. Des questions? Oui, j'ai une question, Iraj. Vas-y. Oui. Non, vous avez évoqué la vaporisation. Est-ce que, aussi bien d'ailleurs la vaporisation que la cryothérapie, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça donne au niveau du tissu pulmonaire? Parce qu'il est évident que si on fait la comparaison, par exemple, avec la prostate,
où à partir d'un moment donné, on peut vaporiser du tissu prostatique, on voit très bien la facilité que ça entraîne sur le plan technique. Donc, le fait de faire une cryothérapie ou une vaporisation d'une tumeur distale au niveau du poumon, ça fait quoi? Ça fait un trou, mais qu'est-ce qui se passe après? Oui, alors la vaporisation, en ce qui concerne le nodule, là, ce sont des supputations de techniques ablatives, en fait. Ça a été utilisé pour de la réduction volumétrique pulmonaire. Nous, on n'est pas très... voilà, tout ce qui entraîne une lésion définitive dans le poumon, voilà. Bon, je... C'est pas encore. Non, mais la vaporisation, je dirais que c'est pas forcément les techniques qui vont être mises en avant. Après, pour ce qui est de la cryothérapie, il y a toute l'expérience finalement de la cryothérapie transpariétale. Hein, voilà. Donc voilà. D'évolution extrêmement simple. Micro. La cryopercutanée, donc effectivement, c'est un des moyens, c'est probablement là où on a le plus d'efficacité. On est extrêmement reproductible et on a des cicatrices tissulaires d'évolution extrêmement facile à prédire. Il y a un seul mode cicatriciel et la récidive, elle apparaît tout de suite si jamais le traitement est incomplet. Et c'est vraiment une squire inflammatoire au début et qui évolue pour son propre compte. Merci. Merci. Eh bien, peut-être on va passer. Vous remercier d'abord, bien sûr. Merci Arlette.